Il est l'auteur le plus cité au monde, le plus influent, Michel Foucault. Pierre-Yves Gomez, bonjour. Pierre-Yves Gomez, Bonjour. donc professeur à l'EM Lyon, directeur de l'Institut français du gouvernement des entreprises, passionné des relations entre l'entreprise et la société. J'ai souhaité vous recevoir donc pour évoquer cette immense œuvre qui est celle de Michel Foucault. Nous allons traiter point par point, de manière nécessairement subjective. De toute façon, on ne peut pas traiter d'une œuvre comme celle de Foucault de manière objective. Ce serait Œuvre immense, absurdité. qui commence au début des années 60 et qui se termine par sa mort assez. Il est mort jeune, Foucault, il est mort à 57 ans. Ça termine en 84, en 83, disons. Donc une œuvre immense en 20-25 ans. Très difficile évidemment de résumer en 10 minutes, mais je crois qu'il y a une entrée possible dans l'œuvre de Foucault pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, et notamment dans le monde de la gestion. C'est pour ça que ça m'a personnellement beaucoup intéressé, beaucoup influencé dans mes propres travaux. Foucault a des choses à dire sur notre capacité à rendre intelligible le monde. L'enfermement, c'est le premier thème. Alors, premier mot, Dont on peut parler. l'œuvre de Foucault, c'est comment penser l'individu dans un monde moderne, libéral. Donc, comment on peut penser l'unité, l'individu, dans une société qui organise. Vieille question à l'origine de la modernité, c'est la question de Hobbes, comment on empêche la guerre de tous contre tous, comment on peut penser une société fondée sur l'individu, et qu'essaie de penser Foucault, c'est comment on peut penser la liberté, l'autonomie de l'individu dans ce monde où, nécessairement, on va créer des relations sociales. Et le premier mot, paradoxalement, c'est enfermement, effectivement. Parce qu'il va montrer, dès son premier ouvrage, qui est une thèse de doctorat d'ailleurs, Histoire de la folie à l'âge classique, que la modernité se fonde par l'enfermement des catégories sociales dans des grandes structures. Alors, il va travailler sur la folie, les fous, qui étaient les idiots du village, les gens qui étaient en liberté, dans les villes médiévales, prémodernes, vont être enfermés dans des lieux qu'on va appeler des asiles. Et puis enfermés dans une représentation médicale de leur situation. Ils vont devenir d'idiots du village à fous, puis à malades mentaux, puis avec des maladies mentales très 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 précises. Et donc on enferme l'individu, paradoxalement, un individu libéral dont on dit qu'il est libre, qu'il est libéré, qu'il est autonome. On va l'enfermer dans des catégories. Une de ces catégories, c'est le travail. Une de ces catégories, c'est l'entreprise. L'entreprise naît en même temps que la modernité, très paradoxalement. Puisqu'au moment où on dit à l'individu tu es libre, autonome et tu fais ce que tu veux, enfin bon, dans la perspective de la liberté libérale, le désir doit t'animer, au même moment, on va créer des unités de production qui sont fondées sur la division du travail et donc sur tout sauf la liberté d'agir dans son travail. Et donc, premier enfermement, pour ce qui concerne les sciences de gestion, c'est l'enfermement dans l'entreprise. Bien sûr. Enfermement jusqu'à surveiller et punir d'ailleurs, qui sera voilà. Alors, avant, il va passer par une seconde étape, un second mot-clé qui est un mot qui est très très focalien, qui est très lié à Michel C'est Foucault. l'épistémé. Épistémé. Épistémé, donc il va montrer, c'est Archéologie du savoir, 1967, il va montrer que, en fait, pour comprendre une époque, donc la nôtre, il ne s'agit pas simplement de comprendre comment on se représente le monde, mais comment nos représentations s'articulent entre elles, comme en peinture, on parle de valeurs. Les couleurs entre elles vont créer une atmosphère. Il y a une atmosphère intellectuelle qui fait que des choses sont combinables, se combinent entre elles et créent donc ce qu'il appelle une épistémée. Et du coup, il va inventer cette idée pas cette idée, il va utiliser ce mot qui va avoir un impact énorme dans l'histoire des sciences sociales, archéologie. Donc on ne fait pas l'histoire, mais on va au fondement, pour chercher sur quoi c'est fondé, archéologie du savoir. Donc ce sera seconde étape. Une sorte de soubassement. Ouais. Soubassement. Troisième étape, donc, c'est à laquelle vous faisiez référence, c'est avec surveiller et punir, le panoptisme. Troisième mot, c'est le panoptisme. Donc dans une société libérale, l'individu est toujours surveillé. Et il est surveillé par des systèmes sociaux très complexes, très sophistiqués, par lesquels on est vu sans voir qui nous voit. Et donc, le système de contrôle social dans le monde moderne, c'est un système où de l'apparente liberté, mais une liberté qui est ordonnée à un système de contrôle les uns par les autres. Et il va faire référence à
cette prison idéale de Bentham, qu'on appelle le panoptisme. Je vois, à partir de points différents, je peux voir le prisonnier, mais le prisonnier ne voit jamais, qui le regarde. Et ça va avoir là aussi une très grande influence en sens social, parce que, notamment dans les pays anglo-saxons, on va beaucoup utiliser Surveiller et punir, un livre de 75, on va beaucoup utiliser Surveiller et punir dans ce sens-là. L'entreprise est un lieu où, par les contrôles de gestion, par des outils de gestion, les systèmes d'information, on donne de l'information, on est toujours supposé être sur surveillance, mais on ne sait jamais qui nous surveille vraiment. Donc, on va avoir une grande fécondité de ces travaux. Et ce sera notre troisième mot-clé. Donc, panoptisme, contrôle social. Évidemment, un écho avec l'actualité aussi, avec la loi sur le renseignement, assez fort. Oui, et puis je crois que c'est le cas de dire, et je pense l'expression triviale, c'est très bien vu. Parce qu'en fait, nous donner à voir, c'est toute l'intelligence de Foucault, ça, nous donner à voir ce que nous ne voyons pas et nous rendre évident ce qui était caché, ça, c'est le grand apport de Foucault. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes d'autant moins libres que nous nous croyons libres, mais nous sommes dans des relations d'observation réciproque, auxquelles nous contribuons nous-mêmes en regardant la télé, en donnant des informations sur Internet. Et voilà, nous sommes ce grand contrôle social. Troisième mot. Le quatrième, c'est la gouvernementalité. Alors, un mot un peu compliqué, gouvernementalité. Grand apport de Foucault. Foucault nous dit, à partir notamment, après 75, la fin de sa vie, donc il va le consacrer à une trilogie qui s'appelle l'Histoire de la sexualité, dont le dernier est posthume, dernier tome, 3 tomes, le dernier tome est posthume. Il va essayer de construire comment l'individu, il va essayer de déconstruire comment l'individu a été construit autour de son désir, notamment de son désir sexué. Et donc, qu'est-ce que la sexualité? Mais au-delà de qu'est-ce que la sexualité, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un individu? Comment je me subjective? Comment je deviens un sujet? Et en particulier, un apport, c'était plus précisément dans ses cours au Collège de France, sur la démocratie, sur la gouvernementalité, comment, en fait, lorsqu'on est gouverné, on accepte aussi d'être gouverné. Et donc, les conditions de notre gouvernement, de notre obéissance au pouvoir, qui est un mot-clé chez Foucault aussi, de notre obéissance au pouvoir, sont toujours internalisées, ou en tout cas sont toujours accordées à la volonté de l'individu. Vous voyez, l'apport est très important parce qu'on a beaucoup approché le pouvoir avec dominant-dominé, notamment dans une perspective marxiste ou marxienne de ces années-là. Les dominants, le dominé, des classes de dominants, des classes de dominés, des rapports de patrons à ouvriers. Bon. Lui nous dit, en fait, dans toutes les situations, on est à la fois le dominant et les dominés. Et y compris dans l'auto-acceptation des formes de domination, voire dans l'usage des formes de domination sur soi-même. Parce qu'il faut bien s'inventer au monde. Bien sûr. Et ça sera notre cinquième mot-clé, c'est le souci de soi. Et c'est qui renvoie à la biopolitique aussi, chez Foucault. Alors, à la biopolitique, je reviens sur ce quatrième thème, sur la gouvernementalité. Effectivement, la biopolitique, il va montrer que l'usage du corps, mais l'usage de la médecine, l'usage du souci collectif du corps, nous enjoint d'être sensibles à nous-mêmes, à notre santé. Mais en étant sensible à notre santé, à notre corps, à la santé au travail, on se crée, on accepte des contraintes, on accepte par exemple que c'est important d'être en forme, que les médicaments sont importants, que le système médical, technique est important pour nous. Donc, vous voyez, c'est toute l'ambivalence, c'est le génie de Foucault, de nous montrer qu'on est en même temps on subit, disons, des dominations, mais en même temps qu'on est l'acteur de ces dominations, parce qu'on va accepter, et y compris pour ce qu'on croit être notre bien subjectif, on va accepter les formes de la domination. On comprend parfaitement, immédiatement, pourquoi, du coup, là, cet impact de Foucault en gestion des ressources humaines, évidemment, et puis une actualité extraordinaire avec les montres connectées, les applications de santé, de surveillance de sa santé, ce souci de soi. Et effectivement, toute la problématique de la santé au travail peut être lue de manière foucaldienne. On la lit beaucoup de manière marxienne, avec les rapports de dominant-dominé, finalement, celui qui est malade contre celui qui le rend malade. Mais en termes foucaldiens, il y a des choses à dire et à revoir, parce que celui qui est malade se vit aussi comme malade, parce que c'est une réaction à son environnement,
et c'est une manière de se vivre au monde, finalement. Il n'a plus que sa santé pour se définir en tant qu'individu au travail. C'est plus son travail qui le définit, mais c'est sa santé au travail. Bien sûr. Donc, grand apport. Alors, il y a eu un grand apport aussi sur la théorie du genre, dont on parle beaucoup, puisque c'est peut-être notre cinquième mot-clé, ça. Hein, le cinquième mot-clé, c'est subjectivation. Foucault est quand même coincé, parce qu'à force de déconstruire et de montrer qu'il y a des systèmes qui produisent l'individu et qui en même temps intègrent l'individu dans ces systèmes, se pose la question de sa liberté, finalement, qui est son problème initial. Qu'est-ce que c'est que cet homme libre dans cette société libérale, cette société qui met autant la liberté au cœur. Et donc, comment se fonder sa liberté? Et il va en arriver, et c'est la fin de sa carrière, de son œuvre. Et encore une fois, c'est une œuvre inachevée. C'est important de se souvenir. C'est quelqu'un qui meurt jeune. Pour un tel penseur, mourir à 57 ans, on peut imaginer que s'il avait vécu encore 20 ans, évidemment, sa pensée aurait pu évoluer, il nous aurait apporté d'autres choses. Mais dans la dernière partie de sa vie, ce qu'on appelle le dernier Foucault, il va réfléchir à la disparition de l'homme. Finalement, est-ce que l'homme n'est pas une invention de la modernité? On va beaucoup lui reprocher ça. Hein. Et au fond, l'individu lui-même n'a pas d'essence. Il n'y a que la construction. Et l'individu va se construire dans des situations, dans des opportunités. Il va se subjectiver, c'est-à-dire qu'il va se donner à lui-même en tant que sujet. C'est très utilisé en gestion, même si on ne sait pas que ça vient de Foucault, autour de l'entrepreneur de soi-même. Hein, je m'invente comme entrepreneur, je suis celui qui définit ma propre vie, mon destin. C'est beaucoup dit, et c'est très foucaldien finalement à l'origine. Et donc il va dissoudre l'individu. Et à la fin, il y a un post-humanisme. Hein. On a beaucoup reproché, en tout cas beaucoup critiqué Foucault sur cette question, en tout cas beaucoup interrogé Foucault sur cette question. Hein. Fin de l'homme. Le siècle des Lumières voulait être le siècle de l'humanisme, et ouvrir une période d'humanisme, et il débouche sur une impossibilité à penser l'homme du point de vue de Foucault, hein, qui est enfermement, qui est pris dans des épistémés, des systèmes de logique, qui est surveillé, et qui, pour se vivre au monde, n'a plus qu'à s'ignorer en tant que personne et s'inventer dans des situations multiples. Et ça sera la postmodernité, cette espèce d'art de vivre de manière fluctuante, en utilisant les ressources disponibles, dont l'impact en gestion a été immense, notamment dans ce courant qu'on a appelé l'hyperlibéralisme. Bien sûr. Parce que le paradoxe de Foucault, c'est que c'est un grand critique de la société moderne, et en même temps, c'est quand même le penseur de l'hyperlibéralisme, c'est-à-dire de la société fondée même plus sur l'individu, mais sur l'individu toujours en train de se composer lui-même, jusqu'à la crise des années que nous vivons, hein, avec ces attentats, avec ce retour non pas du religieux, mais des grands récits, en tout cas de l'interrogation sur les grands récits, parce qu'on serait allé au bout de cette déconstruction de l'homme lui-même que Foucault a inauguré. Le sujet et le pouvoir, c'était l'un de ses derniers textes, un texte magnifique. Pierre-Yves Goumès, pour évoquer cette œuvre absolument dans laquelle il faut rentrer, hein, vraiment, hein, il faut lire Foucault. Il faut lire, et y compris de manière critique aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup à nous dire, évidemment, sur notre société, mais aussi sur ce qu'est devenu notre société. Absolument. Puisqu'il a beaucoup influencé notre société, notamment par la postmodernité. Pierre-Yves Goumès, merci de votre venue, infiniment. Merci.